Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sous cette chaleur, on va dire, tropicale, azuréenne. Beaucoup de mots pour la qualifier. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette, j'allais dire conférence, mais non, c'est plutôt une controverse. Alors, on va voir s'il y a réellement controverse, en fait, entre nos deux invités. Le thème, je ne vous le dis plus. Donc, concrètement, l'illusion de la technologie salvatrice. Autrement dit, développement économique et développement durable sont-ils aujourd'hui compatibles? Il y a eu bien sûr la révolution industrielle présentée comme sale. Aujourd'hui, il y a une autre révolution, plein d'autres révolutions d'ailleurs, énergétiques, numériques. Est-ce que tous les défis technologiques que nous vivons aujourd'hui et que nous accompagnons eh bien, participent de la bonne aventure environnementale et énergétique? Est-ce que le progrès technologique a permis justement des avancées concrètes et majeures tout en générant de nouveaux défis? En fait, miser sur la technologie pour répondre à la crise environnementale est-il un pari rationnel ou plutôt une fuite en avant? Alors, nos deux invités, je vous les présente, vous les connaissez peut-être probablement, car ils ont eu et ils ont toujours des activités et je dirais même un passé entrepreneurial très important. Élie Gérard, vous êtes président exécutif d'Alice et Bob. Alice et Bob, donc c'est une start-up française qui a été créée en 2020, spécialisée dans l'informatique quantique. Vous avez eu de hautes fonctions chez Atos, puisque vous avez dirigé le groupe, également de hautes fonctions chez Orange. Et Benoît Dard, Benoît, vous êtes partenaire chez Wavestone, que l'on connaît, mais je rappelle quand même, cabinet de conseil français en management, transformation des entreprises et des organisations. Je parle sous votre contrôle, ce sont 18 branches d'activité, donc c'est quand même conséquent. Et vous êtes coté à la Bourse de Paris. Alors, je vais vous donner à chacun 3-4 minutes de propos introductifs, et puis nous allons débattre ensuite. Beaucoup de choses à dire, on a une petite demi-heure. Élie Gérard, je me tourne tout d'abord vers vous. Concrètement, de manière générale, alors pardon d'être provocateur, mais est-ce qu'il y a encore une place pour la science et la technologie sur la question climatique aujourd'hui? Bonjour à tous. Justement, c'est la question, c'est-à-dire que par rapport au titre l'illusion de la technologie salvatrice, j'ai l'impression que c'est un titre ou c'est une question qui pouvait se poser peut-être la dernière fois avec le plus d'acuité il y a 20 ans ou 25 ans, au début des années 2000, où on était dans un mouvement de technologie, effectivement de technosolutionnisme, comme on dit, où la technologie allait solutionner absolument tout. J'ai pas du tout l'impression qu'on est dans cet état d'esprit aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est celui que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore de la place pour la science et la technologie? Est-ce qu'on y croit encore? Je crois que c'est vraiment le problème et la question du jour. Et en fait, il y a deux problèmes derrière ça. Avant même de parler de la technologie comme solution au changement climatique, ou en tout cas comment la technologie peut contribuer à ralentir le réchauffement climatique, il y a un premier problème, c'est le déni de science sur la compréhension du réchauffement climatique. Je regardais juste avant, et c'est pas juste un problème de l'Amérique de Trump qui refuse de voir le changement climatique et qui se complaît dans des vérités parallèles ou qui nie les faits et la science. Je regardais les chiffres de la dernière étude de l'ADEME qui chaque année sont un baromètre qui s'appelle, je crois, des représentations du climat. L'Agence de la maîtrise de l'énergie, concrètement. Merci. Ouais. Donc, en France, l'année dernière, fin 2024, 38% de climato-sceptiques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre qui a eu plutôt tendance à diminuer depuis très longtemps, depuis 5 ans, réaugmente. Donc, on a une recrudescence des climato-sceptiques et donc une frange quand même très significative de la population française qui n'accepte pas un certain nombre de faits établis scientifiques. Donc ça, c'est un premier problème. Donc avant même de parler dessus. Le deuxième problème, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire cette réticence assez généralisée aujourd'hui et qui s'accroît d'utiliser les technologies pour réduire l'impact et réduire le changement climatique. Et j'ai envie de dire, même le deuxième problème qui se traduit souvent par des croyances dans une certaine forme de décroissance qui va mettre de la pression sur certaines franges de population qui ne sont pas les plus favorisées,
a tendance à accroître, ce que l'étude de l'ADEME d'ailleurs montre assez bien, à accroître le premier problème, c'est-à-dire que de plus en plus de gens qui n'étaient pas climato-sceptiques deviennent climato-sceptiques à partir du moment où on les emmerde, excusez-moi, on a le droit d'utiliser ce mot désormais, avec des mesures de décroissance ou en tout cas de frugalité excessive. Voilà. Donc je pense que la vraie question du jour, c'est est-ce qu'on exagère avec la science, c'est est-ce que la science a encore, et les technologies, qui est un produit de la science, a encore une place dans le débat public sur le changement climatique? Alors justement, Benoît Dard, est-ce qu'il est rationnel aujourd'hui de miser sur à la fois la croissance et la technologie pour répondre à la crise environnementale? Parce qu'il y a des tas d'exemples que l'on pourrait citer à travers l'innovation. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de défendre une perspective, et c'est celle qui nous anime d'ailleurs en tant qu'entreprise, qui est une perspective dans laquelle on pense qu'il est rationnel, qu'il est non illusoire, de pouvoir miser sur la croissance et sur la science / les technologies pour faire face à la crise environnementale. Et d'ailleurs, je parlerai plus de crise environnementale que simplement de transition climatique, parce que dans les technologies, on va aussi avoir d'autres impacts sur des terres rares, sur l'eau, etc. Donc, à la question, c'est oui, une vraie conviction qu'on doit y croire. Il y a dans la science et les technos, finalement, si on reprend un peu les jargons qu'on peut utiliser, pour moi, il y a deux grandes catégories, d'abord, aujourd'hui, sur lesquelles il faut compter. Il y a tout ce qu'on met derrière les deep tech, c'est-à-dire des espaces de recherche et de découverte qui sont des game changers sur la capacité derrière à voir le monde avec d'autres capacités par rapport à ce qu'on maîtrisait auparavant. Je peux citer des choses dans la tech, comme le quantique, comme l'intelligence artificielle, mais c'est aussi dans le monde de l'énergie, le travail qui est en train d'être fait sur la maîtrise de la fusion nucléaire. Et puis, c'est ensuite la possibilité d'emmener ces découvertes sur des applications qui passent à l'échelle. Et ce qu'on met souvent derrière les green tech, qui aujourd'hui sont extrêmement nombreuses, notamment en France. Quand on voit la dynamique des startups en France, ce sont toutes ces startups qui apportent des solutions à la transition environnementale, qui aujourd'hui ont le plus de financement et de création d'emplois, etc. Donc, il va falloir absolument que Deep Tech et Green Tech créent des ponts et qu'on accélère dès qu'on a des sujets qui peuvent être des révolutions, les emmener sur des applications. Et des applications, mais il y en a pour tous les secteurs. Donc, pour moi, opposer innovation, tech et croissance verte, moi je pense que c'est un débat dépassé. Il faut continuer à éduquer et qu'on dépasse effectivement ce phénomène où on est sceptique sur la science, on est sceptique sur la technologie dans le grand public. Alors justement, je reviens vers vous, Élie Girard, parce que vous dénoncez le recul de la science et de la technologie dans le débat public sur le réchauffement climatique, mais pensez-vous pour autant que ces deux éléments puissent y répondre concrètement? On parlait du quantique, ce serait intéressant d'avoir votre opinion, parce que vous êtes l'un des spécialistes, je dirais. Non, moi ce que je dénonce, c'est le recul très significatif et la réticence vraiment excessive, en particulier en France, mais pas qu'en France, de l'utilisation des technologies sur ces sujets de transition. Mais je ne suis pas en train de dire que la science peut tout, absolument pas. Je veux juste lui redonner sa place et la place que les technologies méritent. J'ai envie de dire, le climat, c'est comme les retraites. Il y a 3 paramètres, il faut jouer sur les 3. On ne peut pas y échapper. Alors je sais que c'est difficile d'avoir un débat, un discours public, une expression publique un peu équilibrée en disant qu'il faut jouer sur 3 paramètres et sans être caricaturé. Voilà, nous deux, on est censés jouer uniquement sur la technologie et puis d'autres vont être censés jouer uniquement sur les questions de décroissance, de frugalité ou je ne sais quoi. Non, il faut jouer sur tous les paramètres. Ces 3 paramètres, c'est produire moins. Quand on dit produire moins, c'est plutôt éviter les gaspillages, produire moins un certain nombre de choses qui n'ont pas utile. Produire mieux, ce qui veut dire 2 choses. Ce qui veut dire d'une part, améliorer le processus de production, donc être beaucoup plus productif avec l'automatisation, etc. On est très en retard en France par rapport au reste de l'Europe.
et avec de l'énergie beaucoup moins carbonée. Et troisièmement, c'est la capture du carbone. C'est ces 3 paramètres. Il faut jouer sur ces 3 paramètres et la technologie peut aider sur 2 de ces 3 paramètres. Alors Benoît Dard, là je me tourne vers l'investisseur. Est-ce que le financement est la solution miracle pour aller justement vers... Enfin, le financement et l'investissement de toutes ces nouvelles technologies et ces sociétés eh bien, vont permettre justement d'aller vers une énergie, une industrie plus propre? Parce que c'est la grande théorie du greenwashing. À chaque fois, bon, on a le problème des entreprises qui disent on fait, puis quand on regarde, quand on gratte un peu le vernis, il y a des actions certes, mais elles ne sont pas à la hauteur de ce qui est fait en communication. Alors, le financement, c'est un élément important. Maintenant, je considère qu'on a un cadre en Europe qui a été posé, qui est que, au-delà de convaincre le grand public, il faut déjà que nous, les sociétés privées, dans nos activités, en fait, on aligne nos investissements pour avoir un impact positif sur la crise environnementale. Le cadre en Europe, il est quand même bien posé. On a tous, à partir d'un certain seuil d'activité, des obligations de reporting. On a des obligations de regarder la matérialité des impacts de nos activités. Donc le CSRD, il est posé. On va devoir suivre en fait que nos investissements concourent à ces objectifs. On a également une feuille de route de zéro gaz à effet de serre d'ici 2050 en Europe, le Green Deal. Donc en fait, tous les éléments sont positionnés. Donc pour moi, maintenant, le sujet, c'est notre responsabilité dans toutes nos activités de production d'aller chercher en fait l'efficacité et de réduire en fait les externalités. La régulation, ça ne vous dérange pas? La régulation en tant que telle, c'est pas un frein pour vous, pour les entreprises? Alors, la régulation ne me dérange pas. Elle est par moments pas assez pragmatique parce que regarder exclusivement autour de lentilles qui sont la défense de l'intérêt des citoyens et la défense en fait des éléments environnementaux, mais les études d'impact sur l'économie et la capacité d'investissement sont souvent beaucoup trop faibles. Et ça, c'est un point. Il faut qu'on arrive dans le dialogue public-privé à être meilleur là-dessus parce que c'est pas très fonctionnel objectivement. Mais moi, les régulations ne me gênent pas. Ce qui me gêne, quand on veut, notamment avec le cadre qui a été donné à l'Europe, tirer parti en fait, de ce cadre pour faire naître des pépites comme Alice et Bob sur le quantique de demain, en fait, il faudrait qu'on ait un marché unique. Et aujourd'hui, ça, c'est une vraie difficulté. Donc, plutôt que d'avoir des régulations, faisons vraiment le marché unique et offrons finalement à toutes nos pépites la capacité de se développer rapidement et tirer parti de cette enveloppe européenne. Alors, Élie Gérard, je reviens sur l'intelligence artificielle et le quantique. Est-ce que l'intelligence artificielle, enfin, quel rôle voyez-vous pour l'IA dans le ralentissement du réchauffement climatique aujourd'hui ? Je pense que l'IA a un grand rôle à jouer là-dedans, sur l'optimisation de la consommation électrique, sur l'optimisation des réseaux électriques, sur la biodiversité aussi. Donc il y a énormément de domaines dans lesquels l'IA va pouvoir jouer, mais si je veux être un peu fidèle au titre à la controverse, je ne sais pas si c'est une controverse, mais je dirais que dans tous les domaines où l'IA... C'est difficile d'avoir une controverse entre vous. Non, mais j'essaie de l'avoir avec vous. Non, avec peut-être une idée un peu reçue comme quoi l'IA permettrait de faire absolument tout. Si on doit un peu hiérarchiser les domaines dans lesquels l'IA ou l'IA générative a des impacts vraiment massifs, je pense que ce n'est pas dans ce domaine-ci, c'est-à-dire dans l'alentissement du réchauffement climatique, qu'elle va avoir les impacts les plus fondamentaux. Le quantique, lui, pourra avoir, on n'y est pas encore, hein, c'est encore quelque chose qui va prendre un certain nombre d'années, qui est encore incertain, etc. Mais ce n'est pas énergivore, tout ça. C'est pas. Alors, parce qu'on dit beaucoup, les adversaires généralement, c'est un peu comme pour le nucléaire. Bon, mais la question est différente. Mais là, sur l'intelligence artificielle, on dit qu'elle utilise beaucoup d'énergie à travers les data centers. Je pense qu'il y a un petit paradoxe. Pareil. Alors le quantique, je évacue tout de suite le quantique, parce que le quantique est dans un rapport 1000 fois inférieur en capacité de calcul, pour une capacité de calcul donnée en termes de consommation d'énergie par rapport à l'informatique classique. Donc vraiment, ça ne sera pas le sujet. Il y a d'autres problèmes de terres rares, de métaux rares, etc. Hein, tout n'est pas simple, mais ce n'est pas un sujet de... Voilà. Sur l'IA, je voudrais juste donner 2-3 chiffres quand même, parce qu'il y a une espèce de petit paradoxe qui tente à faire croire que le problème du réchauffement climatique, ou en tout cas de l'augmentation de la consommation d'énergie, maintenant c'est la faute du digital. Il faut quand même un peu remettre les choses en perspective. Les centres de données
sont prévus, donc les data centers, dans le monde entier, il est prévu que d'ici 2030, ils consomment à peu près 1000 TWh. C'est énorme. Mais la consommation d'énergie globale mondiale par an, c'est près de 200 000 TWh. Donc cette ligne de consommation, et c'est pour ça qu'on en parle et qu'il faut en parler, cette ligne de consommation, elle croît beaucoup parce que le digital et l'IA poussent à ces constructions de data centers, mais c'est quand même 1000 TWh sur quasiment 200 000 TWh. Et surtout, le plus important, c'est que cette ligne-là, qui augmente beaucoup, elle va permettre, et c'est ce qu'on commençait à dire avec Benoît, elle va permettre de réduire la consommation énergétique de entre 15 et 20% de tous les autres secteurs industriels. Oui, Benoît Dardon, réaction. Juste rebondir sur, moi, je n'opposerais pas l'IA et le quantique, qu'est-ce qui est le plus important. Effectivement, quand on entend diviser par 1000, c'est plusieurs ordres de facteurs. Donc, c'est des révolutions et ça va vraiment changer les externalités de ces activités-là. L'intérêt qu'on va avoir avec le quantique, il va arriver dans quelques années, c'est pas encore prêt. L'IA, c'est aujourd'hui utilisable, et donc il ne faut pas les opposer. Et au contraire, il faut prendre le parti de toutes ces innovations pour aller chercher encore d'autres innovations. Et je donne un exemple sur, je vous parlais de la fusion nucléaire tout à l'heure, pour regarder comment gérer le magma quand on tente la fusion nucléaire. En fait, aujourd'hui, il y a des modèles d'IA qui permettent en fait d'améliorer la manière dont on fait tourner les bobines autour pour bien garder le magma au centre et réussir à obtenir l'énergie de la fusion nucléaire. Donc, en fait, il faut voir que ces éléments d'innovation, ils vont nous amener ces facteurs d'évolution majeurs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une croyance là-dedans. Il faut que nous, les entrepreneurs, on ait une croyance là-dedans. Et il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics pour avoir les bonnes politiques publiques incitatrices sur le fait d'emmener ces technologies au service de notre neutralité carbone en premier lieu. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, Éric Girard ? Globalement, mais effectivement, l'IA et le quantique n'ont pas le même statut. L'IA, ça existe aujourd'hui et ça permet de faire... Le quantique, ça n'existe pas encore, mais on pense que ça va exister d'ici 2030 et avec des performances qui vont très fortement s'accroître dans les années 2030. Donc c'est quand même demain. Mais surtout, la grande différence, c'est qu'avec le quantique, on est sur une technologie qui s'attaque aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies qui arrivent à utiliser la description de la matière profonde. Sur l'IA, on reste, en tout cas pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut faire pour drastiquement ralentir le réchauffement climatique. Malheureusement, c'est quand même pas avec des mesures qui vont permettre d'améliorer de 20 ou 30%, etc., les processus qu'on va radicalement inverser la courbe. Parce que pendant ce temps, les volumes augmentent. Alors que le quantique, lui, s'attaque aux fondamentaux et va pouvoir créer des nouveaux matériaux, et notamment, c'est juste un exemple, mais des matériaux sur les batteries électriques, par exemple, on arrive à simuler des matériaux parfaitement. On va pouvoir simuler des matériaux, des molécules de plusieurs dizaines d'atomes qui vont être des adsorbants avec un D, c'est-à-dire des molécules qui vont pouvoir fixer la molécule de CO2 pour la capter. On rentre dans des domaines vraiment fondamentaux et game-changing, comme on dit en français. Alors, on va rester un petit peu, on va laisser sur le côté l'IA et le quantique, mais on voit très bien qu'il y a aujourd'hui un divorce, on va dire, entre l'opinion publique et les grandes questions, justement technologiques, numériques, entre autres, énergétiques par rapport au réchauffement climatique. Comment on peut réconcilier ces deux mondes? Comment peut-on réconcilier le grand public avec ces technologies qui sont incontournables aujourd'hui? Incontournable, mais encore un peu polluante. Bien, il faut se mettre en action. Moi, je vais souligner. Mais après je vais souligner des actions qui sont en cours, qui ont pris corps depuis quelques temps. Je voudrais souligner par exemple des actions qui sont menées par Numéum, avec une plateforme qui s'appelle Planète Tech Care, dont l'objectif en fait est un objectif de formation, d'éducation, de mise en compréhension, de faire des passerelles entre finalement différents acteurs. Quand on voit aussi nos problématiques de dépendance technologique, parce que cette évolution-là, il faut aussi qu'on traite la dépendance technologie, et bien en fait faire des rencontres numériques à Strasbourg entre tout l'écosystème IT des grandes entreprises, mais aussi les patrons d'éditeurs de logiciels, d'entreprises de services numériques. C'est des moyens d'avoir des réflexions, de se poser
et ensemble en fait de prendre un certain nombre de décisions qui vont montrer en fait l'efficacité dans la production de nos activités industrielles. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. L'opinion publique, on la touchera au fil de l'eau, mais ça sera, en fait, faisons déjà l'action sur les activités que nous réalisons et on va résoudre les problèmes. Alors, Élie Gérard, justement, comment on replace la technologie et la croissance dans tout cela? Je suis d'accord avec tout ce que Benoît a dit, mais je pense quand même que le mal est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tout commence dans l'éducation initiale. C'est-à-dire que, comme je disais au début, moi je peux pas. Enfin, c'est absolument dramatique qu'on ait 38%, je citais chiffre au début, de Français. On parle de Français, on ne parle pas d'Américains du Midwest, de Français qui sont climato-sceptiques, qui pensent que tout ce qu'on leur raconte, c'est pas tout à fait vrai, etc. Enfin, donc, je pense qu'on a un problème de formation initiale. Et je vais dire quelque chose de très ringard, hein, mais sur les mathématiques, sur la physique, sur la biologie, sur la vérité des faits, sur notre relation à la vérité, qui est quelque chose qu'on doit recommencer depuis le début. Et le recul des maths, je sais que ça pose d'autres problèmes, enfin le recul des maths dans la formation initiale, qui est quelque chose qui a été à la mode pendant des années, et je pense qu'il faut absolument revenir là-dessus. Je parle pas des nos matheux sont très bons, je parle des non-matheux. Redonner conscience alors à la science et redonner conscience au grand public également de l'importance de la science. Redonner conscience que tout n'est pas relatif. Le relativisme ne fait pas tout. Voilà. Benoît Darde. Et là, il faut qu'on travaille pour avoir les bonnes politiques publiques sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, on voit que sortie de bac, il y a beaucoup plus d'orientation vers des écoles de commerce que vers des écoles scientifiques et d'ingénieurs. Et l'écart est en train de s'accentuer de manière drastique. Et donc là, il faut qu'on ait effectivement les bons dialogues avec les pouvoirs publics pour emmener en fait les bonnes politiques et corriger ce sujet-là, parce qu'on va manquer de compétences. Le monde va être très technologique au fil des décades qui se présentent. Mon souci, c'est pas les ingénieurs. On a encore d'excellents ingénieurs, on forme d'excellents ingénieurs. Le quantique, la France est à la pointe avec les États-Unis sur le quantique, c'est pas pour rien. Le problème, c'est les non-ingénieurs qui il y a encore 2 ou 3 décennies, avaient quand même un fond de culture scientifique et n'en ont quasiment plus. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème des ingénieurs, je pense. Est-ce que la question de la régulation qu'on évoquait tout à l'heure, Benoît Darde, n'est pas un handicap face à un Trump qui mène une offensive tous azimuts? Est-ce que ça ne nous rend pas moins compétitifs ou un risque de moindre compétitivité en Europe et de freiner, pour le coup, tout ce qu'on sait faire en Europe aujourd'hui en termes de positivité sur la transition énergétique? Sur le court terme, ça peut avoir un impact négatif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un écart de compétition. Ils peuvent démarrer en fait sans un certain nombre de contraintes qu'on pose ici en Europe. Sur le moyen long terme, je pense que ça sera un avantage, parce que moi, je ne vois pas finalement, y compris des continents comme les Amériques, etc., tourner le dos à ce sujet environnemental et climatique dans la durée. Et le moment où ils feront la décision, ils feront une décision extrêmement nette, extrêmement brutale dessus, ils seront très puissants dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on mette ce cadre, rendons-le le plus pragmatique possible, et ça je pense qu'on a encore un peu de boulot à faire pour y arriver. Élie Gérard, vous avez peur de cette situation là qui se profile, enfin, l'impact de la Trumpisation sur l'évolution des choses? Sur les cerveaux, surtout. C'est-à-dire que j'ai peur de ça, mais j'ai aussi peur qu'on attribue à Trump tout. C'est-à-dire que la Trumpisation, il y a un phénomène concordant dans le monde entier, dans les grandes démocraties, mais Trump n'est pas responsable de l'affaiblissement d'un certain nombre d'esprits ou de la création de vérités parallèles dans des démocraties comme la France. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Donc voilà, il y a Trump, mais il y a aussi tout le reste. Alors, toute dernière question, je vous pose à tous les deux, la place de l'Europe, on n'en a pas parlé, c'est quoi pour vous? C'est un épiphénomène aujourd'hui dans vos secteurs où c'est important? Vous allez me dire que c'est important, évidemment, parce qu'on ne peut pas être contre la marche du temps, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi peut-être de ce côté-là, l'Europe qui est un peu désunie face à tous les enjeux qui se présentent aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un bon momentum. On a des capacités de financement, on a des compétences et on a une prise de conscience de notre dépendance. Et donc là, pour moi, le moment est venu d'avoir une vraie réaction et soyons confiants. Bon.
Elie Girard? Également, je pense qu'on a une opportunité comme on n'en a jamais eu de se resserrer. On a un problème qui va rester, tu l'as mentionné, c'est le financement de l'innovation, sur lequel on est encore sur des financements publics de l'Europe, et l'Europe se bouge là-dessus, il n'y a rien à dire, mais le financement privé de l'innovation, notamment sur la deep tech et sur les early stage, sur le début d'innovation et le capital risque, est le gros problème de l'innovation en Europe. On n'aura pas réussi à avoir de vraies controverses entre vous parce que finalement vous êtes très complémentaires. On a compris quelques positions différentes, mais bon, chacun dans vos champs de compétences. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette controverse. Et je vous dis à très bientôt pour les autres sessions, car il y en a d'autres tout aussi intéressantes. Merci à vous, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.